Salut les gars, je suis Diana, bienvenue pour les nouveaux, bon retour pour mes fidèles abonnés. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire très sordide et le mot est faible. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de mot exact pour qualifier l'horreur de ce fait divers. C'est clairement l'une des pires que je n'ai jamais entendues et pourtant je regarde énormément d'émissions de faits divers, les plus horribles les unes que les autres. Mais clairement celle-là c'est une des pires et je l'avais jamais entendu encore parler. En fait c'est en faisant des recherches sur la nouvelle histoire que je voulais vous parler et je suis tombée sur celle-là sur internet et j'étais là en mode ah ouais, ça existe des gens comme ça. Et là je me suis dit je connais pas cette histoire donc ça veut dire que je ne suis certainement pas la seule. Donc je me suis dit allons-y, faisons les recherches le plus possible et allons-y quoi, je vais vous raconter tout ça. Alors, je vais vous parler de l'affaire de Gary Michael Hednick, mais pour faire simple, on va l'appeler Gary Hednick ou Gary tout court. Donc en fait Gary il est né le 22 novembre 1943 dans l'état de l'Ohio. Ses parents sont Michael et Helen Hednick. Il a deux frères et en fait 2 ans après sa naissance ses parents ont divorcé après une dispute sous fond d'alcool. Et finalement après avoir vécu 4 ans chez leur mère, ils sont placés chez leur père et leur belle-mère. Donc en fait Gary expliquera par la suite que son père abusait de lui émotionnellement parlant. Gary souffrait d'énurésie nocturne, donc ce qui veut simplement dire qu'il faisait pipi au lit. Et pour l'humilier, son père apparemment mettait ses draps à sa fenêtre pour que les voisins puissent voir les draps pleins de pipi. Donc voilà pour l'ambiance familiale. Pour l'ambiance scolaire, ça va pas mieux non plus, que Gary avait la tête déformée et selon lui c'était parce qu'il était tombé d'un arbre et du coup ses camarades se moquaient de lui par rapport à ça. Il s'avérera que Gary a un QI de 130 donc il n'a pas vraiment de difficulté à réussir sa scolarité, mais à l'âge de 14 ans il décide de s'inscrire à l'académie militaire de Staunton. Donc il va rester là-bas pendant 9 ans mais bizarrement il décide de quitter l'établissement avant même d'avoir eu son diplôme pour ensuite intégrer l'armée à 17 ans. Là aussi il ne va pas durer très longtemps, il va rester que 13 mois mais il a été qualifié par son instructeur d'excellente recrue. Mais bizarrement quand il va vouloir intégrer la police militaire il va être recalé. Ce qui est assez chelou parce qu'il a quand même un super QI, il est très intelligent et il est qualifié d'excellente recrue. Donc on ne sait pas trop pourquoi, la raison de ses échecs, mais pour autant le gars il se démonte pas puisque après des entraînements cliniques au Texas, il est envoyé au 46e hôpital chirurgical en Allemagne de l'Ouest. Mais en octobre 1962 en fait, après avoir été transféré dans un hôpital militaire à Philadelphie, il a été diagnostiqué atteint de troubles de la personnalité schizoïde. En gros, pour parler français, la personnalité schizoïde en fait c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, mais ça va plus loin. Il n'a pas d'empathie et il n'a pas d'affection particulière avec les gens. Du coup, après ça, bien évidemment, il est démis de ses fonctions militaires. Donc je vais passer pas mal d'étapes de sa vie pour aller un peu plus vite et pour arriver vraiment à ce qui nous intéresse le plus. Je vais passer la période où il a été infirmier, son placement en hôpital psychiatrique où il est en train de se suicider plus de 13 fois, sans succès bien évidemment, et aussi entre temps le suicide de sa mère. On arrive à un moment le plus important pour le procès. En fait Gary ouvrira un compte bancaire au nom de son église qu'il a fondée, qui s'appelle United Church Ministries of God, avec un dépôt initial de 1500 $, donc pas grand chose. Et pendant 12 ans, ses investissements, notamment un tout particulièrement qui était pour la marque Playboy, lui a rapporté au total plus de 500 000 $. Et en fait ça a été un élément très important pour le procès, c'est parce que ça servira de preuve pour montrer qu'en finalement il n'est pas cinglé. On arrive en 1976 qui est la date de sa première incarcération, donc c'est une incarcération somme toute mineure par rapport à tout ce qui va le suivre dans sa vie. Donc il est incarcéré pour coups et blessures et port d'armes illégales. À sa sortie de prison il a un enfant avec une femme qui s'appelle Anne-Janet Danielson, mais cet enfant il est placé très rapidement dans une famille d'accueil. Sa deuxième incarcération par contre elle arrive
pas très longtemps après, et là pour une raison beaucoup plus grave, et finalement qui marque les débuts de sa folie, à savoir le viol de Alberta, en fait qui est la sœur d'Anne Janet, la femme avec qui il a eu son premier enfant. Alberta est la sœur de Janet qui est attardée mentale et placée dans un hôpital psychiatrique. Gary a réussi à la faire sortir pour une journée avec l'accord de l'hôpital, mais quelques heures plus tard, les autorités du centre ont appelé la police car plusieurs heures s'étaient écoulées alors que Alberta n'était pas encore rentrée. Ainsi, lorsque la police est rentrée dans la maison de Hednick, ils ont trouvé Alberta dans une poubelle au sous-sol, tremblante, nue et avec des signes identifiés comme étant des abus sexuels. Gary a été arrêté puis condamné 3 ans à 7 ans de prison, mais malheureusement la condamnation elle a été annulée en appel et du coup Gary a été juste enfermé en hôpital psy. Et en fait son comportement pendant le procès a beaucoup contribué à ce résultat parce que Gary fera croire que Satan lui a enlevé la parole et il se taira pendant 2 ans. Donc à sa sortie, Gary se marie avec Betty Disto, une femme qui vient des Philippines et qu'il a rencontrée sur une agence matrimoniale internationale. Ce qui est tout à fait normal puisqu'à l'époque on n'avait pas encore Tinder. Après l'avoir convaincu de venir se marier avec lui aux États-Unis, leur mariage est très vite un échec en raison du comportement de Gary. Très peu de temps après à son arrivée, Betty est entrée dans la maison et a vu Gary dormir avec une femme. Gary dira que c'est son invité et Betty l'a cru. Mais quelques semaines plus tard, elle le retrouve en train de coucher avec 3 femmes dans leur lit conjugal. Encore une fois, Gary lui répondra que c'est une pratique normale aux États-Unis. Quand elle se plaignait de son comportement, il la frappait, la privait de nourriture et la menaçait plusieurs fois de la tuer si elle partait. Il la forçait également à le regarder faire l'amour avec d'autres femmes, dont une certaine prostituée prénommée Blake. La dernière fois que Betty a osé se plaindre enragée, Gary l'a attrapée, l'a battue, l'a violée par voie anale et vaginale devant la prostituée et il l'a menacée de la tuer à nouveau si elle partait. Donc elle le quitte en janvier 1986, mais accouche de leur enfant le 15 septembre 1986. Gary Hednick est arrêté une seconde fois pour viol conjugal cette fois et pour relations sexuelles déviantes involontaires. Ne me demandez pas pourquoi on a rajouté le mot involontaire pour qualifier ça, je n'ai pas la réponse non plus. Mais malheureusement, comme Betty ne se présente pas à l'audience préliminaire, les charges contre lui sont complètement écartées. Donc après tout ça, faut pas oublier que Gary avait placé son argent bien comme il faut pour que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Donc malgré qu'il fasse des allers-retours en prison, en hôpital psychiatrique, etc., le mec son argent floué dans son compte, donc il a accumulé un bon pactole. Et du coup, avec une partie de cet argent, il va décider de s'acheter un petit Audi dans le ghetto de Philadelphie. Bien entendu, il a beaucoup d'argent, donc il pouvait s'acheter une villa immense, mais non, il a décidé de s'acheter un petit Audi pour commencer à assouvir ses pulsions les plus sordides. Alors ces pulsions, il va les avoir sur des prostituées noires, et finalement, ça n'a pas été très dur pour lui de les appâter parce qu'il s'était acheté une superbe voiture et donc ça les mettait en confiance. C'est facile déjà parce que elles sont dans une situation vulnérable étant prostituées et 2 parce qu'il ne paraissait pas très méchant. Il donnait confiance en lui étant donné qu'il se présentait assez bien à ces femmes-là. Donc grâce à son petit stratagème, Gary enlève sa première victime le 25 novembre 1986 qui s'appelle Josefina Rivera et qui a 25 ans. Elle est maman et travaille comme prostituée pour payer ses doses de cocaïne parce qu'elle est accro à la cocaïne. Le soir où elle croise le chemin de Gary Hednick, elle a enfreint une de ses règles les plus importantes, à savoir ne pas aller chez le client, mais du coup Gary l'a convaincue et elle est partie finalement faire sa passe chez lui. Arrivée chez Gary, Josefina est montée à l'étage et là elle a trouvé une chambre avec 2 chaises, un grand lit à eau et un buffet. Gary a commencé à lui jeter avec mépris un billet de 20 $ puis s'est déshabillée. Après la passe, Josefina est allée prendre son jean pour s'habiller, mais soudain elle a senti des mains grosses et rugueuses serrant son cou. C'était Gary. Son expérience lui a dit qu'il n'était pas bon de résister les clients violents, donc après s'être évanoui, il l'a traînée au sous-sol. Au sous-sol, tout était sale, humide et sombre. Gary a attaché Josefina à un tuyau. Voyant le cours que les choses prenaient, Josefina a commencé à crier et à pleurer. Gary l'a giflé et l'a poussée, la faisant tomber sur un matelas sale. Après ça, il s'est approché d'elle, a posé sa tête sur ses genoux et s'est endormi. Le lendemain, le 27 novembre 1986, Josefina s'est réveillée et voyant que Gary n'était pas là, a réussi à utiliser une queue de billard comme levier pour retirer les planches de la fenêtre, par laquelle elle est partie malgré qu'elle soit toujours attachée au tuyau, car la chaîne avait suffisamment de mètres. Une fois dans le jardin, elle a crié à l'aide, mais les voisins étaient habitués à entendre des cris et avant que quelqu'un se manifeste, Gary l'a frappée, mit des sacs afin qu'elle ne puisse plus retirer les planches et alluma la radio à plein volume. La prochaine victime, c'est Sandra Lindsay. Sandra Lindsay est de base sa petite amie depuis 2 ans. S'il a voulu la kidnapper, c'est pour se venger du fait qu'elle avait avorté de leur enfant. Alors il est allé la chercher, a réussi à la convaincre de venir chez lui, la maîtriser, la ligoter, l'a amenée au sous-sol et les a violées toutes les 2. Pour consolation, il leur a dit qu'elles auraient bientôt de la compagnie d'autres femmes. Mais le lendemain, la mère de Sandra, accompagnée de sa sœur et de ses 2 cousines, sont allées chez Gary. Gary les a fait monter à l'étage, puis a réussi à les faire sortir sans qu'elles se doutent
de rien. Après quoi, il a forcé Sandra à écrire un mot qui disait « Chère maman, ne t'inquiète pas, je t'appellerai ». Puis vers la période de Noël, il kidnappe Lisa Thomas qui est âgée de 19 ans. Ensuite, il kidnappe Deborah Dudley et Jacqueline Haskins. Au mois de janvier 1987, il retient dans son sous-sol 5 femmes toutes afro-américaines. Elles sont du coup régulièrement agressées sexuellement, violées, torturées, tabassées. Il les torturait individuellement mais aussi en groupe. Ça lui arrivait très souvent de les encourager à se battre entre elles également. Pour les punir, il a eu encore une idée tout aussi sordide que tout le reste, qui était de creuser une fosse de 4 mètres de profondeur dans laquelle il mettait l'une d'elles ou plusieurs d'entre elles, fermait le tout avec une plaque pour les laisser là pendant plusieurs jours sans manger ni rien. Dans ce qui va suivre, je vais décrire pas mal d'éléments très sensibles et très sordides. Si vous êtes sensible, je vous conseille de vous arrêter là. L'une d'entre elles, qui est Sandra Lindsay, mourra de torture et de famine. Sandra Lindsay en réalité se débattait et se rebellait souvent. Du coup, après s'être rebellée, Gary l'a punie en l'attachant par ses poignets à une poutre de plafond toute nue, sale, ne la nourrissant qu'avec de l'eau et des morceaux de pain qui lui enfonçaient dans la gorge. Dans cette position, Sandra urinait et déféquait. Pendant une semaine entière, Sandra est restée suspendue jusqu'à ce qu'un morceau de pain soit accidentellement coincé et la tue par suffocation. L'idée qu'il trouvera pour se débarrasser du corps de Sandra Lindsay, c'est de la démembrer et de la découper. Mais comme Gary Hednick n'arrivait pas à démembrer ses bras et ses jambes, décidera de les mettre dans son frigo et inscrire dessus nourriture pour chien. Pour le reste des membres, il fait cuire ses côtes au four et sa tête à la poêle. Et il a ordonné à Deborah Dudley de participer à ça, de l'aider dans son atrocité, en lui disant clairement que si elle ne le faisait pas, c'était son tour et ça allait être elle à sa place. Il a mélangé les restes du corps avec la nourriture pour chien et a broyé le tout pour le donner à manger à ses victimes. Bien entendu, l'odeur finit par alerter le voisinage, donc la police se déplace, mais Hednick va vite les renvoyer parce qu'il dira simplement que l'odeur vient du fait qu'il doit sûrement y avoir de la viande avariée chez lui, qui n'a pas fait gaffe ou je sais pas quoi, et du coup la police n'avait pas vraiment de raison de fouiller la maison, donc ils sont partis. Donc là c'est vraiment le moment pour ces victimes de pouvoir s'enfuir, qui s'envolent complètement. Pour poursuivre avec la liste des horreurs que Gary infligeait à ses femmes, parce que oui c'est pas fini, il est allé encore plus loin, même si ce que je viens de dire c'est inqualifiable. Il leur infligeait très souvent des rites d'électrocution. En gros, il électrocutait 2 d'entre elles pendant que les autres mettaient en charge l'électricité. Donc un jour, il a enchaîné dans la fosse 2 d'entre elles et les 2 autres ont dû remplir la fosse d'eau et il leur a ordonné d'infliger un choc à partir des fils électriques qui allaient directement dans l'eau. L'une d'elles, Deborah Dudley, mourra très rapidement d'électrocution et Gary prendra la décision de l'enterrer dans un parc du New Jersey. Son arrestation, les gars, relève presque du miracle, mais ça relève aussi d'une extrême patience et d'une extrême détermination de l'une des victimes. Le 23 mars 1967, Gary Hednick et Josefina Riviera, sa première victime, kidnapperont Agnès Adams. En fait, pendant sa captivité, Josefina Riviera fera tout pour se rapprocher le plus possible de Gary. Étant donné que c'est sa première victime, elle a réussi dans le temps à avoir la confiance de Gary. Donc elle a réussi finalement à être sa préférée. Mais dans les faits divers comme ça, qui dit victime préférée dit qu'elle doit aider, est-ce qu'elle doit participer à ce qu'il fait pour justement soit avoir des faveurs entre guillemets, soit être mieux traitée, avoir des avantages, etc. En fait, le jour où Deborah Dudley a été électrocutée et morte à la suite de ça, Gary lui a fait signer à Josefina Riviera une lettre stipulant que c'était tous les deux de leur faute que Deborah était morte. Du coup, c'était un pacte entre guillemets entre eux pour que Josefina Riviera perde ses chaînes. Elle a clairement déclaré que c'était sa seule porte de sortie de se rapprocher autant de lui. Elle a aussi dit que si quand elle a été libérée entre guillemets, quand elle avait plus ses chaînes, si elle avait décidé de prendre la fuite et de courir, Gary serait tout simplement rentré et aurait tué les autres femmes, ce qu'elle ne voulait absolument pas. Elle voulait vraiment que toutes d'entre elles puissent s'en sortir vivantes. Donc le lendemain du kidnapping d'Agnès Adams, Josefina Riviera réussira à convaincre Gary de la laisser aller voir sa famille. Pour ça, Gary l'a emmenée dans une station essence et elle en a profité pendant qu'il était dans la voiture pour appeler le 911. La police au début, elle n'y croyait pas vraiment, elle pensait, comme elle l'a expliqué, que c'était une femme qui voulait se venger de son mari, etc. Ça arrive souvent, ça, qu'on pense que parce qu'une femme se plaint, là c'est même pas se plaindre, c'était appel à l'aide carrément, que c'est juste pour se venger d'un mari ou d'un mec
un peu chiant. Voilà le cliché qui existe. Mais ils se sont quand même déplacés et elle a montré clairement ses mains et ses poignets, ses jambes, etc. Toutes ses cicatrices. Donc ils ont cru et ils ont arrêté Gary Headnick à ce moment-là. Pendant l'arrestation, Josefina Rivera ordonnera carrément aux policiers d'aller très vite chez Gary. Et bien entendu, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert une atrocité parce que quand je l'explique, c'est extrêmement atroce, mais quand tu le vois, je pense que ça doit être quelque chose d'hyper traumatisant et d'horrible. Donc la police, quand ils arrivent chez Gary Headnick, ils découvrent deux femmes apeurées, recroquevillées sur elles-mêmes sur un drap sale, enchaînées l'une à l'autre, et ils vont retrouver une autre dans la fosse dite de punition, allongée nue, couverte d'un contreplaqué maintenu par des sacs. La police va retrouver également dans son frigo deux avant-bras, un bras supérieur et deux genoux et une cuisse. Pas loin de là, ils vont aussi retrouver un robot avec des restes de chair humaine et beaucoup de sang. Ils vont aussi retrouver le chien qui était en train de mâcher un os de tibia. Franchement, c'est l'horreur absolue. Genre vraiment, quand je suis en train de vous expliquer ça, j'ai juste envie de vomir. Et en plus, c'est même pas fini parce que la police va retrouver également les restes de corps carbonisés dans un plat à four. Les lieux seront décrits comme un abattoir sexuel et ils décriront qu'ils ont été témoins de choses les plus infables possibles. Pour résumer, Gary a commis des meurtres, des viols, de la torture et du cannibalisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élément qui a permis son accusation, c'est le fait qu'il ait réussi à amasser plus de 500 000 $, puisque son avocat Charles Perruto prétendait qu'il était fou et que c'est parce qu'il était fou qu'il avait commis tout ça. Mais l'avocat de l'accusation a réussi à prouver grâce à ses investissements qu'il n'était clairement pas fou, parce que bien évidemment aucune personne qui n'a pas la tête sur ses épaules ne peut réussir à faire des placements aussi intelligents qui lui rapportent autant d'argent. Mais il ne faut pas oublier qu'il avait été diagnostiqué avec un QI à 130. Donc en 1988, Gary Headnick est condamné à mort à l'Institut correctionnel d'État de Pittsburgh. Mais même si en janvier 1999 il a tenté de se suicider sans succès, le 6 juillet 1999 il est exécuté par injection mortelle. Le truc qui est un avantage dans cette affaire, c'est que la majorité des victimes sont en vie et elles ont pu raconter leurs sévices. Celle qui a le plus parlé, en tout cas celle où j'ai trouvé le plus d'éléments d'interview, c'est Josefina Rivera, et elle va déclarer que finalement Headnick n'était pas du tout en mission de tuer. Son but en fait c'était de mettre enceinte toutes les femmes qu'il kidnappait. Elle expliquera qu'il a eu des relations sexuelles chaque jour avec chacune d'entre elles, qu'elle devait assister à ça, à ses souffrances, à ses cris, etc. Tout ça sur un matelas pneumatique sale dans le sous-sol. Et il a été aussi rapporté que pendant le procès, les filles captives avec elle l'ont dénigré pour avoir aidé Gary Headnick. Mais le procureur a défendu quand même Rivera en expliquant que tout comme elle a été condamnée et forcée à aider son tortionnaire. Et clairement, moi je suis d'accord avec le procureur. Il faut même se dire que si aucune d'entre elles n'avait essayé de faire ce que Josefina Rivera a fait, elle serait sans doute encore dans cette situation. Peut-être pas aujourd'hui, mais au moment où il y a eu le procès, ou sinon elle serait morte. En tout cas, la fin n'aurait sans doute pas été la même si Josefina Rivera n'avait pas pris l'initiative, si on peut dire, de se rapprocher de Gary Headnick et d'en faire un faux allié, en tout cas un élément qui va pouvoir lui permettre de s'enfuir et de faire libérer toutes les autres. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas tout vous raconter parce que sinon la vidéo elle a duré très longtemps. Il y a énormément de détails que vous pouvez retrouver sur internet en tapant l'affaire. Moi je vais vous mettre le plus de liens possible pour que vous puissiez justement aller voir les témoignages des victimes, qui est pour moi le plus important, parce que là j'ai fait une vidéo qui relate le plus le côté du criminel, parce que comme on dit souvent pour ces affaires là, on dit l'affaire, on donne le nom de l'affaire du criminel et on oublie très souvent les victimes. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre en lien tous les éléments. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.